Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la suite de la formation. Nous en sommes au 3e jour et nous allons nous poser la question pourquoi se connaître soi-même permet une meilleure connexion, permet une meilleure détection, une meilleure sensibilité au monde invisible, à ce monde extérieur qui nous influence. Gandhi nous disait qu'en recherchant profondément en soi, on peut influer sur le monde. C'est le principe fondamental, un des principes fondamentaux de la philosophie védique. Peut-être même est-ce la notion la plus importante de cette philosophie, c'est-à-dire aller à l'intérieur de soi, dans sa demeure intérieure, là où réside le divin et l'être humain ensemble. Quand on se connaît soi-même, on connaît les secrets de l'univers. C'est un adage que vous avez sûrement déjà entendu. Eh bien, dans ce sens, se connaître soi-même, ça fait partie de la quête du géobiologue. C'est une quête autant extérieure de sentir le monde invisible qu'une quête intérieure de comprendre et de connaître son monde intérieur. Et lorsque l'un et l'autre fusionnent, eh bien, on a la capacité en tant que géobiologue, mais aussi radiesthésiste, médium, toute personne qui œuvre avec le monde invisible, a cette capacité de découvrir, d'observer qui parle en soi. Est-ce l'ego? Est-ce l'ego spirituel? Ou est-ce le cœur? Et lorsqu'on a cette vision globale, eh bien, les filtres qui vont forcément apparaître, qui existent pour tous, que ce soit le plus grand des sages ou le petit padawan, nous avons le filtre de l'ego spirituel, et même du cœur, mais en tout cas beaucoup moins. Eh bien, on peut être plus précis dans sa détection, on peut être plus précis dans le message que l'univers nous envoie, on peut être plus précis dans la connexion au champ unifié de conscience. Et c'est aujourd'hui la formation que je vous propose de suivre dans quelques instants, la suite. Nous allons commencer cette journée par une petite histoire. L'histoire de Aimard Vernet. Elle se passe au XVIIe siècle. Louis XIV est le roi de France et l'Académie des sciences vient d'être créée. Partons à Lyon, le 5 mars 1692. Un couple de marchands de vin se fait sauvagement assassiner dans leur magasin et sont enterrés dans leur jardin. Les gendarmes arrivent sur les lieux du crime, un crime assez atroce qui a été largement suivi par les médias de l'époque. C'est pour ça que nous avons énormément de documentation sur cette histoire encore aujourd'hui. Un journaliste, je crois son surnom c'était le Renard, nous apporte une description assez précise des événements. Et donc, il est sur les lieux du crime avec les gendarmes. Les gendarmes sont effarés de l'abomination et ils sont perplexes car ils n'ont aucune preuve. Un des gendarmes qui vient du Dauphiné, c'est-à-dire la région de la Drôme et de la Savoie, de l'Isère, pardon, Drôme et Isère, connaît un petit paysan du nom donc de Aimard Vernet qui
a un don de maniement de la furcelle, cette fameuse baguette. Et il a déjà entendu parler de lui pour des élucidations de disparition. Alors, il propose à ses compagnons de l'appeler, de le faire venir pour essayer de trouver les coupables. Donc le 5 mars 1692, découverte du crime, il arrive quelque temps plus tard, et c'est cet homme-là, Jacques Aymar, Vernet, et là vous voyez hein, la furcelle hein, dans sa main, la baguette, hein, et puis les petites volutes de fumée, c'est pour à l'époque montrer qu'il y a quelque chose d'invisible qu'il réussit à mettre en lumière. Et Jacques arrive sur les lieux du crime avec sa furcelle, il sait très bien hein, pourquoi il est présent, les gendarmes sont quand même assez dubitatifs et surtout n'imaginent pas un seul instant qu'ils puissent être aussi doués que les détectives de l'époque. Donc Jacques arrive dans le magasin, on lui demande d'essayer de comprendre la situation. Il prend sa baguette et là d'un seul coup, la baguette, comme si elle était douée de sa propre volonté, attire Jacques dans le jardin. Et Jacques se retrouve en fait propulsé, hein, c'est donc les dires de ce journaliste, hein, comme ça. Il part dans le jardin, la furcelle part directement à l'endroit où ont été retrouvés les cadavres. Là déjà, sur l'assemblée des gendarmes, ils sont tous bouche bée. Pour eux, c'est incroyable qu'ils sachent déjà où étaient les cadavres dans le jardin. Donc, ils continuent d'investiguer et ils proposent à Jacques de découvrir quelle est l'arme du crime. Et donc, ils vont déposer devant lui 5 serpettes, hein, les petites fossiles, qui ont servi au massacre, il les dépose devant lui et la furcelle, encore une fois, hein, est prise de vibrations et elle emmène directement Jacques sur une des furcelles. Et bien sûr, vous l'aurez compris, c'est la furcelle qui avait été retrouvée sur les cadavres avec plein de sang. Donc là, les gendarmes sont convaincus que Jacques Aymar va pouvoir les aider dans cette enquête. Et avec tout ce tapage médiatique, beaucoup de Lyonnais et Lyonnaises commencent à s'attrouper autour de cette boutique. Le jour où Jacques sort de la boutique pour suivre la trace du ou des voleurs. Jacques se retrouve dans une petite rue, d'ailleurs c'était place Neuve Saint-Jean. Donc place Neuve Saint-Jean, il arrive en sortant de sa boutique, de la boutique du marchand de vin, et la furcelle, eh bien, Jacques lui demande d'indiquer où sont les brigands. La furcelle se met à bouger, à vibrer, Jacques se sent pousser des ailes et il commence à marcher d'un pas assez vif dans les ruelles et les traboules de Lyon. Et les passants sont tous ébahis de voir comme si Jacques était tiré par un cheval et non pas Jacques poussant finalement la furcelle. Ça étonne tout le monde. Et puis la journée passe et ils arrivent devant les portes de Lyon, mais la nuit tombe. Et à cette époque, les portes des villes étaient fermées pour se prémunir des voleurs et des brigands. Tout le monde va se coucher. Le lendemain matin, aux aurores, les gendarmes et Jacques se retrouvent devant la porte de Lyon et la furcelle repart au galop, suivant une trace invisible et se dirige vers une petite maisonnette avec un grand champ. C'est la maisonnette d'un maraîcher.
la Furcelle s'arrête devant la porte. La porte est ouverte et de là sortent des enfants. Les enfants disent que leur papa est dans les champs, mais la Furcelle veut absolument rentrer. Les enfants laissent les gendarmes, bien sûr, rentrer dans la maison. La Furcelle se dirige vers la cuisine. Elle dicte l'emplacement de chaises, l'emplacement d'une bouteille de vin et des verres. Conclusion, Jacques se retourne vers les gendarmes, leur dit « Il n'y a pas un seul cambrioleur meurtrier, il y en a 3. Car 3 verres, 3 chaises indiquées. » Les enfants sont impressionnés par les gendarmes et disent tout de suite la vérité. En fait, leur papa ne sait pas ce qui s'est passé parce que leur papa leur a toujours demandé de fermer la porte et de n'ouvrir à personne, sauf que il y a quelques jours, 3 hommes sont arrivés, ont vu la porte ouverte, sont rentrés, se sont servis du vin avant de repartir. Et les enfants n'en ont jamais parlé à leur papa. Les gendarmes, encore époustouflés par les résultats de Jacques, suivent Jacques et la Furcelle, direction le Rhône. Ils suivent en fait la piste du Rhône jusqu'à un moment donné la perdre. Là, ils embarquent sur un bateau et suivent le courant. D'un seul coup, après plusieurs kilomètres, la Furcelle se met à réagir, montre la rive, le bateau va s'accoster sur la rive, on arrive à la ville de Beaucaire. À Beaucaire, il y a une prison. Beaucaire est une ville qui existe bien sûr toujours. La Furcelle les emmène directement à la prison. Les gardiens de prison sont stupéfaits de voir les gendarmes de Lyon arriver, avec Jacques Aymar et un bout de bâton. Les gendarmes, au tout début, les gendarmes, malgré leur demande, pardon, je me suis mal exprimé, au tout début de la conversation, les gardiens de prison refusent de faire entrer les gendarmes et Jacques, prétextant que c'est des histoires complètement rocambolesques. Mais les gendarmes insistant et mettant en avant toutes les choses incroyables qu'ils ont vues avec Jacques, finalement laissent rentrer Jacques et les gendarmes. Mais surtout, qu'est-ce qui fait qu'ils ouvrent la porte? C'est qu'ils ont emprisonné un homme il y a quelques jours et ils se demandent s'il n'y a pas un lien. Un petit voleur qu'ils ont chopé à Beaucaire. Et donc, Jacques se retrouve face à plusieurs délinquants qui ont été emprisonnés il y a peu, quelques jours, et la Furcelle s'arrête sur un jeune homme, 19 ans, mais un jeune homme bossu, un jeune homme qui a une apparence facilement reconnaissable. Et ce jeune homme nie les faits. Il n'a aucun lien avec ces meurtres atroces de Lyon. Donc ce jeune homme de 19 ans est emmené à Lyon et là, malheureusement pour lui, en fait, beaucoup de passants reconnaissent, beaucoup d'habitants de la place Neuve-Saint-Jean reconnaissent cet homme. Il a été reconnu avec 2 autres qui n'ont pas encore été retrouvés, sortant du magasin du marchand de vin. Le jeune homme avoue et il explique qu'il s'est fait payer pour dévaliser de l'or, de l'argent surtout, des pièces, une belle fortune que le marchand et sa femme avaient cachée dans leur magasin. Une belle fortune qui malheureusement ne lui a pas profité parce que les 2 hommes sont partis avec la fortune sans lui. Et il dit bien sûr ne pas avoir commis les crimes. Ce sont ces 2 hommes avec un fort accent du Midi qui auraient commis le crime. Malheureusement, la justice décidera d'une peine fatale. Il sera roué à mort quelque temps après.
Mais l'histoire de Jacques ne s'arrête pas là, puisque, force de tous ces détails et tous ces indices, ils vont essayer de retrouver la trace de ces deux hommes. Et ce jeune homme de 19 ans avait des points de chute dans le sud de la France, je crois, à Toulon. Et Jacques se retrouve donc à Toulon, suit en effet la trace de deux hommes. Malheureusement, cette trace s'en va au-delà de la frontière franco-italienne et les gendarmes ne peuvent pas continuer leur investigation. Et de cette affaire, malheureusement, ils ne seront jamais retrouvés. Toute cette histoire a fait grand bruit dans tout Lyon. Un homme avec 2 bouts de bois retrouve un criminel, 3 criminels. Donc les bourgeois de l'époque parlent beaucoup dans les hautes sphères de la société et cette affaire va jusqu'à Paris. Et à Paris, comme je vous disais, l'Académie des sciences vient d'être créée. Et ils décident, ces scientifiques, d'étudier le cas Jacques-Aimard Vernet. Il y a des livres qui sont écrits par différents abbés. Le clergé parle beaucoup de cette science de la divination. On est encore dans l'Inquisition, en 1692. Donc, est-ce que c'est le diable? Est-ce que c'est l'illumination divine? Bref, il y a un homme qui va faire parler de lui dans cette histoire. C'est l'abbé de Valmont, Pierre de Lorraine, qui parle des atomes corpusculaires. Il imagine que ça n'a rien de démoniaque, mais qu'en fait, il y a des volutes, invisibles, comme des fumées, qui sont remplies d'atomes avec des petits crochets. Et ces petits crochets s'agrippent à l'air environnant et restent longtemps présents au même endroit. Eh bien, c'est ce que Jacques-Aimard réussit à détecter avec sa baguette. Donc tout est parfaitement scientifique, il a cette capacité de sentir les atomes corpusculaires, c'est tout. Bien sûr, il va être dénigré par d'autres de ses collègues. Bref, Jacques-Aimard est appelé à Versailles pour une expérience scientifique au nom de l'Académie des sciences. Je ne sais plus qui sont présents pendant cette expérience, en tout cas plusieurs scientifiques, dont aussi l'abbé de Valmont. Et l'expérience, c'est dans une pièce, ils sont tous regroupés. Un homme dit à Jacques qu'il a caché dans le jardin une grosse bourse de pièces d'or. Et il lui demande d'aller chercher la bourse de pièces d'or. Jacques s'exécute, revient quelque temps après, frappe, personne ne répond, refrappe, personne ne répond, et il reste quand même assez longtemps dehors, et il est assez vexé qu'on le laisse poireauter dehors lorsque tout le monde est dans ce salon. Preuve qu'il n'est pas du tout considéré par les scientifiques, en tout cas du lieu. On le fait rentrer. Il explique que la bourse est à côté d'un petit muret enterré à tel endroit. Et l'homme qui lui a proposé de faire le test lui dit « Écoutez, vous êtes un escroc car il n'y a jamais eu d'or caché dans le jardin. Merci, au revoir. » Jacques, en fait, est très vexé et repart dans son Dauphiné natal et on n'entendra plus parler de lui. Il restera dans son petit coin avec les gens qui le connaissent car il n'a rien à prouver. Il a aidé énormément de gens tout autour de lui pour que tout le monde voit qu'il a des capacités. Donc que Paris ne le croit pas, peu importe. Voici l'histoire donc de Jacques-Aimard qui s'est passée donc entre 1692 et 1702 à peu près, si je me souviens bien.
Ça a été quand même jusqu'à des railleries et des moqueries, il faut le dire, car toute cette histoire eh bien, a montré à une population que la furcelle était un outil de divination. Et alors, eh bien, les Lyonnais et les Lyonnaises se sont mis à utiliser cette baguette à des fins très futile, plus comme un outil comique. Et donc les hommes se baladaient dans Lyon, devant les petits immeubles de Lyon, en disant alors montre-nous quelle est la femme adultère dans les maisons de Lyon. Et donc ça passait, hop tiens, la baguette tombe, on met une croix, là c'est une femme adultère, etc. etc. Ça, mais ce n'a pas été que aussi dans ce sens. Bref, ça a été tellement n'importe quoi que le maire de Lyon de l'époque a été obligé de passer un arrêté pour arrêter de vendre des furcelles et arrêter l'utilisation des furcelles dans l'espace public. Voici la fin de l'histoire de Jacques Aymar. Je conclurai par une petite précision concernant la volonté. Aujourd'hui, c'est justement le but de cette formation. Mieux on se connaît, mieux on sait qui parle, l'ego spirituel, le cœur. Là, Jacques est dans le cœur. Il croit totalement ce que lui dit cet homme pour aller chercher l'or. Et bien, la volonté de trouver a été plus forte que la réalité. Il a trouvé quelque chose qui n'existait pas. La volonté est plus forte que la réalité. Si vous décidez de trouver quelque chose à tel endroit, vous le pourrez. C'est un des gros problèmes de la radiesthésie, des médiums, enfin, bref, de tout le milieu des soins holistiques. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que quelqu'un a été creusé à l'endroit où il a détecté de l'or? Non, l'histoire ne le raconte pas. Car peut-être que là, il y avait en effet une pièce d'or ou deux qui étaient là depuis un certain nombre d'années. C'est possible aussi. Sur cette conclusion, je vous laisse et on se retrouve pour la prochaine étape de la formation.